Ordre du jour. Ordre émanant du gouvernement. Subside. Motion au nom de M. Poilièvre. Confiance envers le Premier ministre et le gouvernement. M. Poilièvre, appuyé par M. Nader, propose que la Chambre n'a pas confiance dans le Premier ministre et le gouvernement. M. Nader propose que la Chambre n'a pas confiance dans le Premier ministre et le gouvernement. The honourable member. L'honorable député de Carleton, l'honorable chef de l'opposition. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le Canada nous fait tous une promesse. Une promesse que n'importe qui, de n'importe où, peut faire n'importe quoi. C'est mes parents qui m'ont enseigné ça. Ils sont des enseignants, après tout. Ils m'ont enseigné beaucoup. J'ai été adopté par ces deux enseignants parce que j'avais une mère monoparentale de 16 ans qui n'était pas en mesure de me lever à ce temps-là. Mais mes parents ont dit que peu importe ses origines modestes, j'allais être capable de faire ce que je voulais si j'étais capable et j'avais la volonté de travailler fort. Et la promesse a été respectée par notre pays. C'est la même promesse que le Canada a fait à ma femme quand elle est arrivée ici, comme une petite fille, réfugiée de la Venezuela. 6 personnes dans un petit appartement à 2 chambres, dans un sous-sol dans l'est de Montréal. Son père se levait tôt le matin pour aller chercher des fruits. 4 heures le matin, il quittait, après avoir été un travailleur dans le secteur banquier. Et maintenant, toute la famille a réussi. On a un soldat pour frère, un autre soldat un autre charpentier pour frère, une sœur qui est une infirmière. C'est ça la famille de ma femme Anaïda. La promesse du Canada a été honorée pour elle. C'est la promesse la raison pour laquelle je suis entré en politique. J'ai été élu en faisant partie d'un gouvernement qui a élargi cette promesse avec de l'inflation bas, en coupant le TPS, les impôts, les taxes pour les petites entreprises, en équilibrant le budget, tout en augmentant les transferts en santé plus rapidement que tout autre gouvernement dans l'histoire du transfert en santé. L'argent, les revenus personnels ont augmenté de 10 % après le taux d'inflation et les impôts. La promesse était même plus forte. Mais maintenant, après 9 ans de ce premier ministre, la promesse du Canada est brisée. Il a brisé beaucoup de promesses. Équilibrer le budget, réduire les taxes et les impôts pour la classe moyenne, les logements plus abordables, sont tous des promesses brisées. Mais ce qui est différent avec cette promesse, c'est que ce n'était pas la promesse de lui. Ça n'appartenait pas à lui. Ça appartenait à nous tous. C'était la promesse que tout le monde au Canada recevait en tant que Canada né ou comme immigrant à ce pays. Donc, c'est avec beaucoup de tristesse qu'on voit que maintenant, les jeunes qui travaillent fort vivent dans le sous-sol de leurs parents jusqu'à l'âge de 35 ans, ce qui n'a jamais été le cas avant que ce premier ministre et ses politiques ont doublé le coût de logement. Il y a 2000 personnes qui doivent aller aux banques alimentaires chaque mois. En Ontario, il y a 1800 campements pour des sans-abri. C'est du jamais vu. Des images qui sont semblables au tiers-monde. Des gens qui meurent dans les camps. La violence a augmenté. La violence faite avec des fusils a augmenté de 120 % après que ce premier ministre, avec l'aide du Bloc, a ciblé les chasseurs tout en libérant les criminels et les trafiquants d'armes. Madame la Présidente, que fait le Bloc? Le Bloc aide. Le Bloc a voté 188 fois pour garder ce premier ministre au pouvoir. Il a voté pour 500 milliards de dollars de dépenses inflationnistes, bureaucratiques et centralisatrices. Et j'ajouterais que dans cette
sur 500 milliards de dollars, ça ne comprend pas la santé ou l'argent pour les aînés. Ces financements sont à l'extérieur. Ils sont déjà dans la loi. Ce n'était pas nécessaire de voter pour garder ça. Je parle des dépenses qui vont aux consultants, aux bureaucrates, aux groupes d'intérêt et aux grandes entreprises subventionnées par l'État. En même temps que le Bloc vote pour augmenter les taxes sur l'essence, y compris au Québec, avec le deuxième taxe carbone qui s'applique au Québec, et la taxe sur le gain en capital qui va forcer les fermiers québécois, les entrepreneurs québécois, les médecins québécois et des bâtisseurs de maisons québécois à verser plus d'argent à Ottawa pour que ce soit contrôlé par l'État ici. Et même les revendications que font les bloquistes maintenant sont pour agrandir l'État fédéral. Oui, je faisais partie d'un gouvernement qui a augmenté les transferts en santé, c'est vrai, mais je ne suis pas séparatiste. Eux autres, ils disent que pour financer la santé, il faut acheminer plus d'argent des Québécois à Ottawa pour ensuite le retourner au Québec. Ils veulent encore que le fédéral ait plus de contrôle sur la santé des Québécois. Ils reconnaissent en même temps que les programmes fédéraux sont nécessaires pour les Québécois, ce qui va à l'encontre de leur volonté de créer un État souverain. Il y a une contradiction interne au sein du Bloc. Et maintenant, le Bloc veut garder au pouvoir le premier ministre le plus centralisateur et coûteux dans notre histoire. Un premier ministre qui, avec une politique de l'immigration que son ministre avoue est hors de contrôle, a poussé le Québec au point de rupture. Le Bloc dit, mais attends, on ne peut pas changer rien. Maintenant, on va attendre nos temps. Attends, lorsque les Québécois ne peuvent pas obtenir des services en santé, des services sociaux, une maison, lorsque les Québécois voient une économie qui est en baisse, PIB per capita qui est plus petit qu'il y a 10 ans, le Bloc dit aux Québécois, attends. Ils disent qu'ils ne savent pas qu'est-ce que je vais faire. En immigration, ma politique est très évidente. Vous l'avez vu. J'étais au gouvernement. On aura exactement la même approche pour l'immigration qu'on avait il y a 10 ans, qui donnait beaucoup de pouvoir aux provinces et qui contrôlait les nombres pour permettre, oui, les gens d'arriver au Canada, de travailler pour remplir des pénuries, mais dans les nombres qui étaient absorbables dans notre marché du travail, marché de l'immobilier et dans le système de santé. C'est ça l'approche que j'ai déjà prise au gouvernement et c'est l'approche que je vais prendre. C'est ça J'ai déjà livré beaucoup plus de détails que tous les autres chefs de l'opposition. Le chef du Bloc n'a rien dit sur la grande majorité d'enjeux. Donc, moi, je serai encore plus clair pendant une campagne électorale avec un plan de gros bon sens pour couper taxes et impôts, réparer le budget, bâtir des logements, stopper les crimes. On va couper taxes et impôts pour que le travail redevienne payant, pour que nos serveuses, nos camionneurs, nos plombiers qui travaillent plus reçoivent plus. Ils peuvent ramener leur chèque de paie chez eux, mais il faut avoir une chez eux. Maintenant, il y a le moins de maisons par capita parmi tous les pays du G7 ici au Canada. Trop de bureaucratie. Moi, je vais inciter des municipalités d'accélérer les permis, réduire les taxes de construction et libérer les terrains pour construire, tout en enlevant les taxes qui empêchent la construction pour que nos jeunes puissent encore avoir une maison. Oui, on va mettre en place un cap sur la croissance en population pour que l'approvisionnement de logements augmente plus rapidement que notre population. On va réparer le budget avec une loi qui oblige le gouvernement de trouver $1 d'économie pour chaque nouveau dollar de dépenses. C'est comme ça que les mères monoparentales, les aînés et les petites entreprises équilibrent leur budget
et ils s'attendent à ce qu'on ait le même gros bon sens. Oui, on va couper les consultants que le Bloc a voté pour financer. On va couper la bureaucratie, le gaspillage, les grands cadeaux pour les entreprises multinationales qui enlèvent notre argent de notre pays. On va couper tout ça pour emmener l'argent ici pour réduire les déficits, l'inflation, les taux d'intérêt et pouvoir financer nos services sociaux. On va stopper les crimes, pas en bannissant les armes de chasse comme veut le Bloc et les libéraux, mais en s'attaquant aux criminels et en renforçant la frontière. Ça permettrait encore, Madame la Présidente, d'un pays où le travail fort engendre un plus grand chèque de paie, qui achète de nourriture, de logement et de l'essence dans des communautés sécuritaires, où n'importe qui, de n'importe où, peut faire n'importe quoi avec le travail acharné. C'est ça la promesse du Canada, c'est ce que nous allons ramener pour notre pays. Merci, Madame la Présidente. Madam Speaker. Madame la Présidente, ce pays m'a fait une promesse à ma naissance. C'était la même promesse pour tous les gens ici au pays. Ma mère était seule et avait 16 ans lorsque je suis née. Elle m'a donné en adoption. 2 enseignants m'ont adoptée. Ils m'ont parlé de cette promesse. Les gens, peu importe d'où ils viennent, peuvent accomplir ce qu'ils veulent. Avec le travail acharné, ils peuvent gagner leur vie, s'acheter une maison, vivre dans des quartiers sécuritaires. C'est cette promesse qui a fait venir ma femme et sa famille du Venezuela. Ils étaient nombreux dans un petit appartement à Montréal. Ils se levaient tôt le matin et ils allaient travailler, accueillir des fruits pour payer le loyer. Aujourd'hui, ses frères sont soldats, charpentiers, infirmiers. Son père a une entreprise avec son épouse. Ils ont tous réussi. La promesse a été tenue. C'est cette promesse qui m'a convaincue de venir en politique. Je faisais partie d'un gouvernement qui a tenu cette promesse avec le taux d'inflation le plus faible en près d'un demi-siècle, des revenus après impôts et inflation qui ont augmenté de 10 %. Nous avons réduit la TPS, nous avons équilibré le budget. Nous avons tout fait tout en augmentant les transferts en santé plus rapidement que n'importe quel gouvernement depuis la mise en place de ces transferts. C'est pourquoi, lorsque je parle de mon expérience, je dis que c'est ce que je veux refaire à mon tour, améliorer l'expérience des gens au pays. Mais cette promesse, après 9 années de ce premier ministre libéral néo-démocrate, n'est plus tenue. Tout coûte plus. Les gens font la file dans les banques alimentaires. Un Torontois sur 10 s'approvisionne maintenant dans les banques alimentaires à chaque mois. Les coûts de logement ont doublé. 2 tiers des jeunes croient ne jamais pouvoir se payer une maison. C'est du jamais vu dans l'histoire du Canada. Et on le voit tragiquement aussi dans nos rues, où il y a maintenant 1800 campements de sans-abri en Ontario seulement. 35 à Halifax. La belle ville prospère de Halifax compte maintenant 35 campements de sans-abri. Un enfant sur 4 ne mange pas à sa faim. La malnutrition et les maladies qui y sont associées, qui depuis longtemps avaient été éradiquées, sont de retour. Nous avons perdu 47 000 personnes en raison des surdoses, plus que dans la Deuxième Guerre mondiale. Ces statistiques représentent des gens, des vies humaines. Le NPD dit que ces gens peuvent attendre. On n'a pas réglé ces problèmes. Maintenant, on peut simplement attendre encore une autre année et laisser encore des milliers de personnes mourir, perdre leur maison ou déménager dans des campements.
des gens sont aussi tués par des criminels qui sont libérés pour la 76e fois. On dit aux Canadiens qui souffrent de l'économie d'attente. C'est l'une des pires économies depuis la Grande Dépression. Le revenu par habitant a baissé plus que jamais depuis la Grande Dépression. En fait, notre économie par habitant a rétréci comparativement où il y a 10 ans. Le revenu par personne a baissé plus que dans n'importe quel autre pays du G7 depuis 2019, l'année avant la pandémie. L'économie américaine, elle, a cru de 19 %. L'écart avec les États-Unis est maintenant pire que jamais depuis au moins la Deuxième Guerre mondiale. Et selon un économiste libéral, Trevor Thom, c'est la pire situation depuis un siècle. Nous avions remporté la guerre du capitalisme avec les États-Unis. Au cours des 9 dernières années, 450 milliards de dollars, c'est l'écart entre le Canada et les États-Unis. On a construit des centres d'affaires, des centres commerciaux, des entreprises qui payent des chèques de paye américains. J'aime les États-Unis, mais je ne veux pas donner nos emplois aux Américains. Je veux ramener ces emplois ici et je veux tenir la promesse canadienne ici au pays. Et c'est pourquoi nous avons un plan qui a du gros bon sens pour réduire la criminalité, annuler la taxe, construire des logements et je sais que le gouvernement veut que j'évite de dire le mot taxe carbone, comme on l'a vu avec le rapport désolant de CTV. Une entreprise a vu ses obligations perdre toute sa valeur. Moi, j'estime qu'ils s'en prennent à moi parce qu'ils savent que je défends les gens contre les initiés. Tenons une élection fondée sur la taxe carbone. Est-ce qu'on va passer une taxe carbone de 61 cents, ce qui va faire en sorte que notre essence soit parmi la plus taxée au monde? Une taxe qui va immobiliser notre économie. Les camionneurs vont déménager aux États-Unis. Il n'y aura plus personne pour acheminer nos marchandises. Nous vivrons un hiver nucléaire. C'est pourquoi les conservateurs du gros bon sens vont abolir la taxe. Nous allons créer des emplois qui sont bien rémunérés et nous aurons de l'énergie abondante et abordable. Nous allons protéger notre économie avec la technologie et non pas les taxes et impôts. Nous allons améliorer les grands projets verts qui génèrent de l'électricité hydroélectrique et nucléaire et d'autres types d'électricité propre. Nous allons abroger le projet de loi C-64 et nous pourrons générer les revenus pour redresser le budget. Nous allons redresser le budget en misant sur la croissance, en éliminant les obstacles bureaucratiques. Nous allons mettre fin au statu quo. Nous allons mettre en place des gouvernements. Tous les ordres de gouvernement devraient pouvoir émettre des permis de construction rapidement. Après les 9 années d'augmentation d'impôts et de taxes pour les entreprises, nous allons adopter des réductions d'impôts pour réduire le fardeau, pour le travail, les investissements et les épargnes, pour que les gens aient des chèques de paye plus simples. Nous allons plafonner les dépenses du gouvernement. Nous allons trouver $1 d'épargne pour chaque dollar dépensé. Nous allons réduire la bureaucratie, le gaspillage et les contrats de consultants. Nous pourrons redresser le budget et l'équilibrer dès que possible pour réduire les taux d'intérêt et l'inflation et la dette. Et finalement,
Nous allons miser sur la construction de maisons. Nous allons créer des incitatifs pour accorder des permis plus rapidement. Nous allons réduire les taxes de développement pour pouvoir construire dans des quartiers sûrs. Nous allons rétablir la promesse du Canada d'emplois qui peuvent permettre aux gens de vivre où quiconque, d'où qu'ils viennent, puisse réaliser ses objectifs. Nous allons avoir cette vision que nous allons réaliser. Maintenant, passons à l'action. Questions et commentaires. Les leaders du gouvernement en chambre. Merci, Madame la Présidente. Je remercie le chef de l'opposition pour son discours. Je crois que ce qui est intéressant, c'est son histoire révisionniste de l'époque où les conservateurs étaient au pouvoir. Il a dit qu'il allait faire exactement la même chose que lorsqu'il était au gouvernement précédemment. Lorsque les conservateurs étaient au pouvoir, le pays avait honte de ce que nous faisions sur la scène internationale. Les gens du pays avaient honte que le gouvernement ne lutte pas contre les changements climatiques. Les gens avaient honte des politiques de division du gouvernement. Et c'est exactement ce que j'ai entendu de la part du député de l'autre côté aujourd'hui. Pour réaliser de grands projets, nous devons travailler en collaboration avec nos partenaires autochtones. Pour réaliser de grands projets, il faut mettre les Canadiens de l'avant. Et ce que j'entends, c'est que le député n'a aucunement l'intention de faire avancer les Canadiens. Bon, j'ai entendu beaucoup d'autres voix. Lorsque le chef de l'opposition officielle avait la parole, il n'y avait pas de bruit, ni d'un côté ni de l'autre. Et maintenant, j'entends beaucoup de chahuts. Je demanderai donc aux députés d'être respectueux et d'offrir le même respect à la députée de l'autre côté qui avait la parole, le chef de l'opposition. Je sais que les libéraux ont honte de notre pays et de son histoire. C'est pourquoi ils ont changé le passeport pour enlever Terry Fox, pour enlever toutes sortes de triomphes canadiens. Mais moi, je suis fière de défendre cet héritage. Nous avons lutté contre les forces du mal. Nous avons obtenu aussi de bonnes ententes avec les États-Unis. Le premier ministre était respecté de par le monde. Il ne se faisait pas, on ne se moquait pas de lui en Inde et il ne jouait pas du piano dans un hôtel la veille des funérailles de la reine. Moi, je suis fière de notre pays. Les Canadiens sont fiers de leur pays et nous allons continuer à faire avancer ce pays.